Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous de la loi des séries. On approche de la fin de la saison. On approche aussi, il a commencé le début du festival d'Avignon, le rendez-vous du théâtre. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire réunir une nouvelle fois la télévision qu'on aime et qu'on suit avec le théâtre. Je salue évidemment Julia Gabriele qui est à mes côtés. Bonsoir. Bonsoir Alex. Dernière de la saison pour toi. Ouais. Oui. Mais merci pour cette année sublime. Mais on a encore des choses qui nous attendent à la rentrée. Ouais. Notre invité de cette émission, il vient en règle générale une fois par an, on aime le recevoir. Ça tenait qu'à nous, on le recevrait beaucoup plus. Enfin, il est très occupé, ce garçon, à la fois au théâtre cette année, dans le tournage d'une mini-série, et on l'a calé entre quelques jours de tournage de cette mini-série Rien ne t'efface pour TF1. Et puis évidemment, ici tout commence, qui continue. C'est le personnage que l'on adore détester, mais un acteur que l'on aime aimer. Bonsoir Benjamin Baroche. Bonsoir Alexandre. Je suis ravi que tu reviennes à nouveau pour nous parler de tout ça. Et puis surtout, on voulait te réunir avec cette génération de jeunes gens qui font du théâtre. On recevra dans la deuxième partie de l'émission Clark James, qui est metteur en scène et qui signe une pièce pour Avignon. Et Liam Batty, que vous avez peut-être revu sur TF1, puisqu'il a joué Jonathan Daval dans une mini-série pour TF1. Il fera partie de cet univers. On reparlera d'une autre pièce qui se joue aussi à Avignon qu'on avait mentionné, des pivoines du Japon, qui sera là-bas. Et puis nous avons en studio avec nous, elle était venue il y a quelques jours pour parler de sa pièce qui s'est jouée à Paris. Ça s'appelait Un petit coin de ciel bleu dans un univers monstrueux. J'aurais pu compléter parce que c'est vrai que c'est la prison, une prison de haute sécurité avec 11 personnages. Romane Joly, bonsoir. Bonsoir. On va reparler de ça, parce que moi je l'ai vu la pièce depuis. Oui. On va en voir un petit extrait. Comment ça va après avoir joué 4 fois 1h45 ? Très bien, mais finalement c'est peu. Finalement j'y suis depuis septembre et du coup ces 4 dates sont passées très très vite. Ouais, mais c'était intense. Mais ce fut intense. Ce fut intense, notamment au Théâtre de l'Épée, qui est un tout petit théâtre, et on était vraiment oppressés dans cette salle, au même titre que les prisonniers dans leurs cellules. C'était vraiment très particulier, mais c'était un vrai beau rendez-vous. Vous en verrez un extrait tout à l'heure. On va passer en revue, évidemment, la saison de Benjamin, parce que cette année, elle a été folle. Je sais que tu prends un soin tout particulier, que tu es à la fois attaché à ce personnage de Tessier, mais que tu prends un soin particulier à essayer de faire plein de choses et à multiplier un petit peu tes moyens d'expression. Il y a eu Créancier, qui est revenu pendant 1 mois à Paris. Là, il y a le tournage de cette mini-série. Entre-temps, il y a ITC. Comment tu caractériserais cette année pour toi ? Riche et avec beaucoup de reconnaissance, je dis ça, voilà, et parce que chaque vase nourrit l'autre. Et voilà, donc le tout, c'est toujours de ne pas stagner et de faire quelque chose à droite qui nourrit la chose à gauche, et puis au centre, et toujours dans une énergie de mouvement un peu. Et de ne pas rester prisonnier, entre guillemets, d'une image et d'un rôle et d'un personnage, parce que j'imagine que des ersatz de Tessier, tu as dû en recevoir plein pour la télévision, pour le cinéma, pour même peut-être au théâtre d'ailleurs. Ouais, non, mais c'est clair, mais je parlais de reconnaissance à l'instant, parce que déjà, toutes les propositions qu'on fait, je suis déjà très heureux de les recevoir. Après, effectivement, il faut savoir aussi, après, ne pas se répéter, ne pas s'endormir, ne pas être en pilotage automatique. Moi, j'essaie de faire des choses qui me mettent un peu au défi, des choses que je ne sais pas faire. Il y en a beaucoup. Voilà, donc... Comme quoi des taiseux, par exemple. Voilà. Des gens qui des forces tranquilles, des mecs un peu pas méditerranéens, des gens qui sont sur la retenue, voilà, donc des Anglais, voilà, on va dire des Anglais, ouais, voilà, pas des Italiens quoi, ou des Méditerranéens, non, enfin voilà, donc du coup quand on est sur un personnage comme Emmanuel Tessier qui est très expansif et très généreux, on va dire, et qui demande beaucoup, qui donne beaucoup, c'est bien aussi d'aller voir d'autres énergies, d'autres couleurs. Un peu comme ce qu'on a vu dans Créancier. Parce que moi, j'ai eu la chance de venir au Théâtre de l'Épée de Bois, te voir dans Créancier avec Julie de Bazac. Et pour un face-à-face, là aussi, il faut donner. Là aussi, tu as donné. On va en reparler tout à l'heure. On va reparler de cette pièce parce que c'était vraiment un rendez-vous très particulier. Et je trouve que c'est intéressant. C'est ce qu'on avait fait quand on avait fait l'émission l'année dernière avec Julie et toi. Je trouve que c'est intéressant quand des gens comme vous deux, avec votre popularité, vous permettez d'amener une génération de jeunes spectateurs ou de moins jeunes vers le théâtre et vers un théâtre d'auteur, parce que là pour le coup on est vraiment sur quelque chose qui est un sacré level, et vous en avez fait, et pour l'avoir vu sur scène, vous en avez fait paradoxalement un rendez-vous extrêmement populaire
c'est-à-dire quelque chose d'accessible pour tout le monde. Et c'était la difficulté, j'imagine, avec ce texte-là, et votre partition à tous les trois, au metteur en scène qui partageait aussi, Philippe Calvario. Calvario, vous avez fait quelque chose qui était assez incroyable et très accessible et très populaire au sens noble du terme. Donc voilà, c'était un vrai plaisir cette pièce. Merci. On va y revenir. Auparavant, une petite avant-première, mais c'est une série qu'on a traitée cette année, qui s'appelait Follow, qui avait été diffusée sur 13e rue et qui débarque cet été sur France.tv. Quand une community manager de la police nationale se met à être pris pour cible par un serial killer qui terrorise Paris, ça donne Follow, avec Marie Colomb, qui est une formidable actrice qu'on avait découvert dans la mini-série de Jean-Xavier de Lestrade, Laetitia, et qui a tourné depuis Trash pour Prime Video, qui est une série sur la naissance de Loft en France, où elle joue Loana. Bon, voilà, pour dire les choses très clairement. Et voici ce petit teaser de Follow qui sera disponible à partir du 15 juillet sur France.tv. Regardez. Léna est notre community manager. On est le visage digital de la préfecture. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont tous les deux été retrouvés attachés les pouces coupés. Donc c'est un tueur en série. Le tueur posté à la place des victimes et après leur mort. J'ai besoin de vos compétences. Vous comprenez ce monde. Vous allez nous apporter vos idées. Putain, je crois que j'ai parlé au tueur. Bonjour Léna. J'ai un nouveau jeu pour vous. 4 victimes, on n'est pas capable de leur trouver un point commun. Il y a un sondage pour choisir la prochaine victime du tueur. Vous avez encore beaucoup de choses à nous dire. Comment tu peux vivre avec tout le mal que tu me fais? Que s'est-il passé, Léna? Léna de la com, le tueur en série. On sait pas d'où elle sort cette fille. Je pense que c'est toi qui nous balades depuis le début en fait. Il y a quelque chose de grave qui va arriver. Le tueur sait qui je suis maintenant et il me lâche plus. Soyez la prochaine victime. Vous avez jusqu'à 18h. Le tueur s'est peut-être servi d'elle. La vraie question, c'est est-ce qu'elle le sait. Léna. Voilà, ça s'appelle Follow, c'est Louis Farge qui est à la réalisation. On a vu Marilyn Canto évidemment, il y a Vincent Hénani aussi qui est dans la série. Il y a mon copain Daniel Jolobé que j'embrasse, qui joue le procureur de Paris, ou le divisionnaire, et qui est chargé de faire mener l'enquête. Et voilà, c'est une série sombre dans un Paris un peu obscur. On l'avait traité au mois de décembre. Ouais. Je vous invite, on vous mettra le lien vers l'émission dans le billet du replay pour que vous le découvriez. C'est le 15 juillet sur France.tv. Et Loana, c'est quand, tu sais? Et Loana, ça devrait arriver, je pense, courant de l'année. Ça devrait peut-être même être présenté peut-être à La Rochelle en septembre. On l'attend avec impatience. Ça s'appellera Trash. Voilà, c'est le nom de cette série. Revenons à notre invité, à Benjamin. On l'a dit, une année riche qui est passée à la fois par Saint-Laurent-des-Gouzes et par la Bretagne. Ça a été radical, évidemment. Voyons évidemment la première photo apparaître avec ces petits jeunes accompagnés Tessier. Au-delà de parler de ITC, moi, ce qui m'intéresse, à chaque fois qu'on parle de toi et qu'on te fait venir, tu as enseigné au théâtre. Tu as transmis à ces jeunes gens et à des jeunes au théâtre le goût d'apprendre le métier de comédien. Et c'est ce qu'on ressent aussi dans ITC, cette espèce de transmission entre ton personnage et ces jeunes acteurs. C'est quelque chose auquel tu t'attelles régulièrement dans ce tournage marathon rock'n'roll. Oui, j'essaie de leur donner autant qu'ils me donnent, parce qu'ils savent pas qu'ils donnent autant, en fait, parce qu'ils ont une énergie formidable. J'essaie de leur dire attention, joue un personnage, ne joue pas que toi. Enfin, j'essaie d'être voilà, de se servir de mon expérience pour leur éviter quelques écueils, mais surtout moi j'apprends beaucoup d'eux, en fait, ce que je vous dis depuis le début dans cette aventure. Donc il y en a qui continuent, il y en a qui viennent d'arriver, il y en a qui s'arrêtent pour faire autre chose, pour respirer, pour revenir, pour vivre plein d'autres aventures. Et puis il y a le théâtre là-dedans qui se pose, et moi j'en sens des fois qui sont aux prémices de ça mais qui ne le savent pas. Donc je dis tiens, tu devrais lire, tu connais Tchekhov, tu connais, je sais pas, t'as lu Le Misanthrope, t'as lu Le rôle de Célimène, des petites choses comme ça. Parce que c'est une génération qui est gavée d'images. Oui. Donc du coup peut-être que le réflexe de la scène on l'a peut-être moins. Et ils l'ont moins, ou alors ils l'ont pas du tout, ou alors ils l'ont, ou ils sont sur le point de l'avoir, et puis toi tu ouvres juste une fenêtre, et puis après ils rentrent dans la maison et ils font leur vie. Voilà, mais je pense que c'est une façon de leur dire aussi, attention, c'est un moteur que vous allez mettre dans votre voiture si vous faites du théâtre qui va aller beaucoup plus loin
que si vous ne faites... on peut faire que de l'image, hein, bien sûr, il n'y a pas de problème, mais il y a quand même cette position, cette stature qu'on a quand on fait du théâtre. Voilà, on apprend quand même des choses, on apprend à se tenir, on apprend à écouter l'autre, on apprend en silence, on apprend énormément de choses, donc, et puis surtout des auteurs. Donc voilà, moi je leur dis, n'hésitez pas, allez-y, prenez des risques, allez faire des aventures comme toi tu viens de vivre, c'est super. Et vous reviendrez après, vous ferez de l'image tout le temps, de toute manière, si vous devez en faire. Mais ce qui est dingue, c'est qu'on en avoir reçu quelques-uns, je pense, à Bérénice Tannenberg, à Récia Lemaire, Marvin, Pellegrino, qui était dans la série depuis très longtemps. À chaque fois qu'on leur pose la question, parce qu'à chaque fois on leur pose la question, ça fait quoi de se retrouver face à Tessier? Ça fait toujours quelque chose. Et à chaque fois, ouais. ils ont tous la réponse de se dire, au-delà du personnage, se retrouver face à Benjamin, c'est quelque chose de particulier, quoi. Ouais. Moi, pour moi aussi, hein, parce qu'ils sont tous tellement très bien castés, tous très différents. Qu'il y a des énergies vraiment... des fois, ils ne sont pas vraiment conscients de la puissance qu'ils envoient, en fait. Donc, moi, en face, j'essaie de, jouer le personnage, et puis d'être réactif, toujours, par rapport à ces énergies-là. Donc, ouais, c'est pour ça que je vous disais que c'est très, très enrichissant pour moi, et que la série continue vraiment profondément de m'intéresser. Parce que c'est une série aussi qui, sur la génération des, on va dire, 19, 28, 30, quoi. En fait, voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Moi, j'ai beaucoup à apprendre de ces gens-là, quoi. Donc, c'est donnant, quoi. C'est pas moi qui suis là en disant, vous savez, moi, j'ai l'âge que j'ai un peu d'expérience, écoutez, Non, on a beaucoup à s'apprendre les uns des autres. C'est important, vous entamez la 5e saison à la rentrée avec une nouvelle directrice de collection. Othman Mahfoud s'en va, Solène Le Priol arrive. Solène Le Priol qui a fait ses armes sur beaucoup de séries, notamment accompagnant les jeunes. Donc elle va vraiment apporter quelque chose. On découvrira ses arches à elle, les premières arches à la rentrée. Othman Mahfoud, je crois, l'une de ses dernières arches de mémoire, c'est celle de l'été qui va commencer dans les prochains jours qu'on va voir. Et évidemment, dans ce prisme-là, je le rappelle, mais ça a été confirmé hier à la conférence de presse de TF1, sans en dire plus un mot. Évidemment, les équipes de Newen travaillent à la création d'un 4e feuilleton quotidien qui prendra place à 18h, juste avant Ici tout commence, a priori. On ne sait rien d'autre. Et on n'en sait pas plus de ça. Sauf que ce sera autour d'une école de chant et de danse, sachant que... Il a l'air d'être beaucoup plus renseigné que non, pas du tout. Sachant que c'était déjà le point de départ de ITC, puisque quand on avait reçu Sarah Faraman ici, elle nous avait dit que son modèle pour créer ITC, c'était la Starac, dont elle était fan quand elle était jeune, et donc elle avait eu envie de faire ça. Donc aujourd'hui, de voir arriver cette série ne m'étonne pas beaucoup, donc à une sorte de... Ils vont te caster du coup. 3. Grand danseur, Alex. Grand danseur, grand chanteur. Quel organe. On a hâte de voir ça. Ça va, mais c'est pas la tête quand vous dites ça, vous êtes franchement désagréable. Vous n'êtes pas à l'abri que Tessier fasse un aperçu là-bas. Voilà, en tout cas, ça pourrait arriver en 2025. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Il faut dire que la rentrée de TF1 en la matière est assez chargée. Et les feuilletons quotidiens ITC en tête se portent très bien, notamment sur TF1+, où c'est un vrai succès. Donc ça, c'est plutôt très positif. Et donc, quand on a un personnage comme ça, comme Tessier, extrêmement... chronophage et carnivore sur ce que ça peut prendre, il faut se préserver et des moments de recul. En mars 2023, vous aviez déjà joué pendant 3 semaines avec Julie Debazac au Théâtre de l'Épée de Bois déjà cette pièce. Créancier, on va voir 2 petites photos apparaître. La qualité est pas géniale, mais c'est celle que moi j'avais pris quand on était dans la salle. Vous avez cette grande salle avec cette grande hauteur sous plafond et notre ami Benjamin, que j'ai trouvé... je vous ai trouvé tous les 3 formidables, mais il y a quelque chose dans ce que tu as fait dans cette pièce de très Hitchcockien, de très... C'est l'oiseau derrière. Ouais, oui, non, mais absolument. même, il y a ça, il y a l'oiseau. Non, mais on voit un peu, comme dans Le crime était presque parfait d'Alfred Hitchcock, quelque chose comme ça, ce face-à-face avec sa femme, qui débouche sur quelque chose que vous découvrirez, mais il y a quelque chose d'à la fois très intellectuel et intello dans le sens noble du terme dans cette pièce, et en même temps de très grand public. C'est ça qui est paradoxal avec Créancier quand même. Oui, parce que ça parle à tout le monde d'une manipulation. Enfin, moi, je pense à un film d'Hitchcock qui s'appelle L'inconnu du Nord Express, qui est un homme qui manipule un autre homme dans un train et lui dit « Vous tuerez ma femme pour moi », etc. C'est un truc vraiment absolument génial. Moi, je tuerai la vôtre. Voilà, exactement. Et là, c'est un petit peu pareil. Donc, en fait, la dramaturgie parle à tout le monde. Après, le texte, c'est autre chose. La partition à jouer était un peu, on va dire, précise et ardue. C'est très écrit. C'est très écrit, mais... dans le bon sens du terme, et moi j'avais vraiment besoin de comprendre ce que disait Strindberg déjà pour pouvoir le transmettre, mais en fait la dramaturgie et les intentions des personnages sont très claires.
c'est un qui manipule, mais qui manipule qui? C'est un triangle amoureux, etc. Donc voilà. Donc ouais, et ça parle à tout le monde. Et on a eu la chance, grâce encore une fois à la télé et à la série, qu'il y ait plein de gens qui viennent nous voir, qui n'avaient jamais mis les pieds au théâtre, hein, pour voir un théâtre si, on va dire, faussement intello, parce que les gens disent « Ah, Strindberg, c'est intello ». Non, c'est exactement ce qu'on est en train de dire. Shakespeare, il n'y a rien de plus simple que Shakespeare. Ouais. Je veux dire, c'est vraiment des antagonismes et des angles très 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 clairs. Après, on est sur un texte, des fois en vers, tout ça, mais c'est très précis, c'est très clair. Et ça parle à tout le monde. Là, c'est pareil, Strindberg, c'était pareil. Là, tout de suite, il y a 2 hommes, une femme. Ah ben j'ai compris en fait. Et puis voilà, et nous, on va leur expliquer de quoi ça parle, et puis on va leur transmettre ce qu'il y a à transmettre. Et on n'est pas préparé à ce qui arrive à la fin, effectivement, de cette pièce, avec, je dois le dire, celles et ceux qui connaissent notamment Julie pour son interprétation à la télévision et dans Demain nous appartient, elle délivre aussi dans cette pièce une prestation qui est assez incroyable, parce que je crois que j'ai encore en tête le cri qui est poussé à la toute fin de cette pièce, qui est assez incroyable. Comment on prend, et là c'est le professionnel du théâtre à qui je m'adresse, mais dans une pièce comme ça, dans une salle comme ça, alors qu'on n'est que 3, qu'on a un décor minimaliste, comment on prend possession de la scène pour la faire vivre intégralement avec le public qui est réparti dans cette grande, c'est compliqué quand même. Vaste question. Ouais, vaste question. Mais après, il y a plusieurs choses qui nous aident. Il y a un metteur en scène, déjà Philippe Calvario, avec qui j'avais la chance de jouer, qui m'a laissé sur scène beaucoup, aussi, ouais. qui était sur scène avec moi, qui était super, qui m'a laissé beaucoup de liberté. Pour être tout à fait sincère avec vous, je ne comprenais pas au tout début les répétitions. Je me suis dit, putain, comment je vais faire pour dire ça Déjà, je ne comprenais pas le truc. Donc, ça a l'air simple comme ça, mais il fallait que je le mange, que je le digère, et puis que je puisse vraiment commencer à m'en imprégner pour pouvoir l'interpréter pour le coup. Donc, ça a pris du temps, mais c'était vraiment... chaque représentation était un défi pour moi de transmettre donc, au public et de faire croire à ce personnage qu'il ne soit pas que d'une couleur, que ce soit pas que le salaud ou voilà, on n'est pas victime ou bourreau. Il y a beaucoup de failles, il y a beaucoup de choses qu'il fallait transmettre comme ça. Mais il y a il y a un metteur en scène, il y a une dramaturgie, il y a aussi des éclairages magnifiques, voilà. Et on était dans les meilleures conditions pour pouvoir vraiment jouer et interpréter ces personnages. Et après, la pièce est vraiment sur le personnage de Julie, parce que nous on tourne un peu autour, et on a eu la chance vraiment de jouer avec elle, et elle était vraiment en réaction pour le coup, et d'où ce cri à la fin, et il y avait qu'à se laisser porter. C'est un peu comme une danse. Et de la technique, non, au niveau de la voix. Oui, mais ça c'est des choses justement qu'on apprend quand moi que j'ai eu la chance d'apprendre au théâtre, c'est-à-dire à me placer sur une scène, à me tenir droit, à sentir mon corps et donc ma puissance, et à sentir que la voix c'est pas là mais dans le ventre aussi. Et puis un peu comme des gens qui chantent, comme à l'opéra. Un vrai instrument. Ouais, un vrai instrument, ou comme un danseur, savoir se tenir, pas que ce soit tout le temps Benjamin, mais que ce soit un personnage et tout. Bon, ça, c'est des choses extrêmement importantes, mais qui m'ont permis de porter justement ce beau personnage, des grands personnages qui me dépassent quand même, parce que j'ai toujours tendance à penser que c'est un peu comme des super-héros en fait qu'on joue, et qui seront beaucoup plus forts que nous en fait. Nous, on leur prête ce qu'on peut leur prêter, mais donc il faut vraiment du coffre et de l'essence dans le moteur pour le faire. Mais pardon de poser cette question qui est peut-être un peu naïve, mais est-ce qu'il a fallu se défaire de gestes et de gestuels que t'aurais pu être automatisé de Tessier par exemple? C'est quoi une gestuelle de Tessier par exemple? Les mains par exemple, les grimaces, je me rends même pas compte des fois, mais je me regarde. La main dans les cheveux. Je me dis mais qu'est-ce que tu fais là, enfin, et je vois que je prête beaucoup de choses, enfin qu'il y a une espèce de mimique qui est sur ce personnage qui fonctionne très très bien, c'est lui. Mais là, il fallait jouer vraiment autre chose. C'est quelqu'un de un peu noble, un peu précieux, effectivement. Donc, je peux pas faire des gestes. Faut que je lui prête un corps. Et là, c'est pareil pour le flic que je joue dans Rien ne t'efface. Je peux pas bouger comme Tessier. Faut faire gaffe, ouais. Faut faire très attention à ça. Donc, en même temps, c'est un grand challenge. Et ça se trouve ou ça vient à toi? Ça vient avec les répétitions, ça vient avec un metteur en scène qui dit attention, t'as pas besoin de bouger trop, tu bouges trop, tu me saoules, reste cool, parle-moi, juste le texte et toi, et fais-toi confiance. Et après, le texte nous emmène beaucoup au théâtre. C'est un peu comme si vous jouez la sonate de Liszt, à un moment donné, il faut arrêter de faire du... Il y a la sonnette, quoi. Il y a pas besoin d'appuyer sur la pédale, tu joues. Mais en te voyant dans la pièce, je me dis, là, en revoyant la photo, je sais qu'il aurait pu jouer la même chose en version anglaise si je l'avais imaginé. Il y avait quelque chose dans sa façon de faire qui était très proche. Alan Rickman.
Ouais, il y a quelque chose entre vous deux qui est assez, qui est assez saisissant. Il y a un truc dans le regard en plus. Un peu grand. Et puis là, j'ai acheté son journal intime qui est sorti, qui est hallucinant. Qui est vraiment que je conseille à tout le monde. Vraiment. Et qui l'accompagne jusqu'au bout, en plus, et c'est puis, très perturbant. Extraordinaire, ouais. Et puis aussi, j'ai beaucoup pensé à Michael Caine. Qui est un acteur anglais que j'adore, qui est vraiment, qui a 90 ans aujourd'hui, mais que j'ai beaucoup vu, notamment dans un film de Brian De Palma qui s'appelle Pulsion en français, et qui joue le rôle d'un psy, etc., qui vraiment, je me suis beaucoup inspiré. Je vole beaucoup de choses, évidemment, aux acteurs, aux actrices, escrocs, grands pirates. Picasso disait que créer, c'est voler, donc... Voilà, c'est un peu ce que j'essaie de faire. Évidemment, en tout cas, on rend évidemment hommage. Ça me fait marrer parce que finalement, vous étiez 3 sur une grande scène et vous étiez 11 sur une toute petite. À la jeunesse. Il faut gérer, c'est pareil, il faut gérer l'occupation de l'espace quand on est 11, même si vous n'êtes pas tout le temps 11, mais fallait y aller, quoi. Ouais. Il y avait des chassés croisés et c'est sûr que le théâtre de la Flèche était une scène toute petite, mais après, le public était tellement proche de nous que plusieurs personnes à la sortie m'ont dit on avait vraiment l'impression d'être en prison avec vous. Il faisait chaud. Et il faisait chaud, donc en plus il y avait tout ça qui faisait effet, et du coup c'est pas mal. C'était un challenge pour nous, parce qu'en plus il y a des scènes de bagarre, des scènes avec du mouvement, de la danse et tout ça. Mais je sais que ça a créé aussi une proximité qui nous a aidés et qui a aidé peut-être aussi le public à rentrer encore plus avec nous dans cette prison, quoi. Ouais, on va avoir une petite extrait tout à l'heure, mais dernière photo, je voudrais qu'on voit pour Benjamin. On vient de voir Créancier. Voilà, c'est le clap. Pour Rien ne t'efface, on ne verra pas d'image. Même si TF1 l'a diffusé pour la première fois lors de sa conférence de presse, c'était jeudi, on a pu voir effectivement ce face-à-face. Donc sur cette... on va expliquer, c'est Gwendoline Amon qui joue le rôle d'une femme qui perd son enfant et qui a l'impression des années plus tard de le retrouver J'ai adoré la correction. dans un clone de... Oui. Non, t'allais dire une maman et puis t'as dit une femme. Oui, bah... Ça m'a beaucoup plu, Alexandre. Bah, écoute, je aussi, bravo. C'est bien, tu vois, tu progresses. Bravo, c'est bien. Que je t'influence dans le bon En même temps, sens. avec toi, il est tranquille, c'est bien, je suis content. Il est dans le problème. Oui. Non, mais je dis quand ça va suffit, aussi. foutez-moi la paix. Et là, Foutez-moi la paix. c'était très Je vais vous renvoyer en intelligent. tôle, moi. Je vais vous renvoyer en tôle sur la Michel. Bravo, moi. Alors donc, finissons avec Michel Bussy, quand même. Cette mini-série de 6 épisodes de 52 minutes. Le tournage a démarré donc, voilà, au mois d'avril. Dans la foulée, je crois que tu as superposé les tournages en Bretagne pour ITC. Et... Ouais, j'ai eu une petite semaine de coupure entre les deux. Ouais. Et là, ça y est, là on arrive quasiment au bout. J'ai fini presque, ouais. Quasiment au bout. Ça a donné quoi cette aventure? J'y suis encore, donc je peux pas en parler au passé. Mais... grand challenge pour moi, parce que, encore une fois, voilà ce que je disais, le personnage que j'interprète dans Rien ne t'efface est très 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 différent de tout ce que j'ai pu jouer. C'est un taiseux. C'est un taiseux. Et j'ai la chance d'avoir, on en parlait, un réalisateur formidable qui s'appelle Jérôme Cornio, qui me dirige vraiment. Au début, j'ai commencé Canne Blanche, je ne comprenais rien, et il m'a vraiment guidé. Qu'est-ce que c'est qu'un homme puissant qui dit rien? Qu'est-ce que c'est qu'une force tranquille? Il fallait que et je sortais de Tessier avec les dernières arches de Dotman qui étaient extrêmement fébriles, extrêmement, voilà, il part, il revient, enfin, tu vois, c'était vraiment là. Et là, il fallait passer complètement autre chose, c'était une autre planète, une autre galaxie, donc grand challenge et magnifique partenaire, Gwendoline Amon. Ouais, grande comédienne, évidemment aussi. Et Jérôme Cornio qui avait dirigé Roman dans Fugueuse sur TF1. Grande expérience aussi, évidemment. Très grande, oui. Évidemment. Cette voix, c'est incroyable. Quand elle parle, on a envie Franchement, moi, à côté, j'ai une voix aiguë. Ça s'appelle une empreinte, ça s'appelle une belle empreinte vocale. On va continuer à parler de théâtre dans un instant. Et on va réunir normalement autour de ce plateau 2 autres invités qui vont nous rejoindre. Parce que je voulais qu'autour de Benjamin, il y ait cette jeune génération qui aime le théâtre et qui se l'approprie. J'espère qu'elles sont blondes avec des voix graves parce qu'on accepte que ça. C'est 2 mecs, un peu 2 mecs. Donc là, je suis désolé. Écoutez, les gars, préparez-vous, il faut faire une opération. En attendant... Ça sortira au mois d'octobre prochain en coffret DVD et je ne résiste pas parce que c'est certainement l'une des plus grandes séries policières de la télévision américaine. On nous fait le plaisir de la ressortir en intégralité chez Elephant. Elle en est encore aujourd'hui en diffusion. Elle en est à sa 24e saison, je crois. Son spin-off en est à 26 ans. Ça s'appelle Law & Order, New York District. Et ils sortent les 5 premières saisons en DVD Blu-ray. Et voici la bande-annonce. Regardez. Celui qui a fait ça ne devait pas s'attendre à ce qu'on fasse une enquête. Et elle a tellement de choses à voir qu'elle n'a pas le temps de nous regarder dans les yeux. Voulez-vous en revenir, monsieur Stone? Ça vous surprend?
le pire soit évité, c'est maintenant qu'il faut coopérer. Beau travail. Morgenstern était une grosse tête du trafic de cuivre, mais on n'a pas pu le choper. Nous comptons poursuivre Tracy pour meurtre, M. Brandt. L'audience est suspendue. Vous êtes sûr que c'est légal? Oui, dans la mesure où vous nous laissez agir. Voilà pour cette grande série Law & Order, police judiciaire, New York Police District aussi, qui donc sort en DVD les 5 premières saisons. Les saisons 6 à 10 sortiront dans les prochains mois. Et sachez qu'en tout cas, petit à petit, TF1 est en train de remettre l'intégrale sur TF1+, notamment Vincent Donofrio, Kem Benjamin, Section criminelle qui va arriver, et puis New York Unité spéciale, la grande série sur les crimes sexuels à New York. Les premières saisons vont arriver sur TF1+ aussi. On a élargi la table. On a élargi la table pour parler vraiment de théâtre. Et comme on le disait tout à l'heure, on avait envie de réunir cette jeune génération qui prend possession du théâtre, parce qu'on disait que voilà, on parlait d'image tout à l'heure, et disant que cette génération était habituée à l'image. Et puis là, on a plein de gens qui font des beaux projets théâtreux, et c'est vrai qu'on les accompagne depuis la fin du mois de mai. On reverra tout à l'heure une de tes anciennes comparses de jeu de DNA qui est aussi à Avignon dans une pièce, Marion Christman, qu'on a reçue dans des pivoines du Japon. Et vous venez de nous présenter une pièce, Ravage, que Garance Théier nous avait parlé il y a quelques semaines. Bon, en fait, on va voir un petit teaser avant peut-être que vous nous en parliez un petit peu. Regardez à quoi ressemble cette série, je suis trop habitué. Cette pièce qui sera à Avignon à partir de la semaine prochaine. Regarde. Et tu trouves pas ça bizarre de fêter l'anniversaire de ton crush en invitant elle et son copain actuel à venir dormir à la maison? Non, je vois pas en quoi c'est bizarre. Bon, ok, c'est complètement bizarre, mais j'ai un plan. Vous devez avoir faim, vous êtes tout mouillé. Il est perspicace ton ami là. Il la mérite pas. Ça c'est vrai. La seule personne qui la mérite ici c'est moi. Mais ça j'en suis moins sûr. On mérite de vivre cet amour ensemble. Salut les fololos, on se retrouve en direct de la villa des poteaux. On a Romain sur le canapé pour pas changer et notre merveilleux hôte, Tristan. Ah là là, comme j'ai faim. Je pense en parier à quelqu'un, genre Adrien. Adrien. C'est Adrien. Quelqu'un d'autre. Voilà. Ah mes abonnés, ça c'est du live, hashtag That's My Girl Bobby. Oh ça c'est de la passion. T'énerve pas. Oui, mais si tu veux. Mais tu veux que je hurle plus fort moi. Vas-y. Bon allez, moi je vais me changer. Je suis mouillée mais pas pour les bonnes raisons. D'ailleurs, mec, en parlant de Victor, il faut vraiment qu'il arrête avec sa communauté d'idiots là. Oh non, faut pas s'arrêter. Les doigts de pied en éventail. Canapé. Je ne suis pas tout le temps énervée et en plus je l'aime. Petit extrait de ce teaser, quand je vous voyais regarder avec vos lunettes, et vos jumelles et vos téléphones, j'ai l'impression de voir les copains de Friends qui regardent le gros tout nu dans l'appartement d'en face. Comment vous pourriez nous présenter cette pièce? Alors, Clark, je crois que tu es aussi tu joues aussi, hein. Décidément, vous êtes pas assez de boulot avec la mise en scène. Tu t'es dit, allez, je vais jouer un petit peu sur scène. C'est ça, exactement. Comment tu peux nous présenter cette pièce? Alors, Ravage, c'est une... Tiens, Julia, est-ce que tu peux juste baisser le micro parce que j'ai l'impression qu'il est trop loin, le pauvre. Tiens, voilà. Voilà. Merci. Alors du coup, Ravage, c'est une tragicomédie. C'est l'histoire de 7 personnages. Donc on est 7 comédiens et on représente tous un péché capital. Donc bien connu. Et à travers en fait le prisme des péchés capitaux, on parle de sujets de société comme les réseaux sociaux, la sexualité, le racisme, le consentement. Enfin, on passe par tout ça. Et puis alors tout se passe durant un anniversaire. Évidemment. Qui se passe très mal. Évidemment, on a cru comprendre que ça se passait pas super bien. Comment tu as eu l'idée de recruter tel et tel personnage et tel ou tel comédien, aller chercher des têtes connues aussi du public parfois? Alors en fait, ça s'est fait vraiment par divers moyens entre guillemets. Liam et moi, on se connaît depuis très longtemps. On s'est connus il y a, je sais pas, il y a au moins 13 ans. Donc
bien avant DNA. Donc, Comment? Je suis très curieuse. Comment? C'était un ami d'amis. Ah, d'accord. Donc, tout simplement. Ah, non, t'auras pas de croustillant, je suis désolé. Ne cherche pas. Non, il n'y a pas de croustillant. Je suis croisé, j'étais sur les bancs d'école de théâtre et on avait une amie en commun. Et en fait, on s'est croisés par rapport à elle. C'est ça. J'étais en école de théâtre. C'est ça, donc on s'est jamais perdu de vue. Et puis voilà, on a toujours voulu travailler ensemble. On n'a jamais travaillé ensemble, on a voulu travailler ensemble, donc c'était l'occasion. Et puis alors, du coup, il m'a présenté Garance, on a rencontré un été. Et puis voilà. Qui, on l'a dit la semaine dernière, enfin, il y a quelques semaines quand on l'a reçu, c'est une des belles révélations de DNA. Et c'est vrai qu'on l'a pas vu assez, je trouve, quand elle a quitté DNA. Et c'est vrai que ça fait partie de ces nouveaux visages que permettent les feuilletons quotidiens de mettre en avant une nouvelle génération de comédiens, parce que c'est vrai que la télévision, elle a un peu du mal à renouveler ses visages. Donc, de ce qu'on fait à la télévision, parfois, c'est ça aussi qui déclenche des projets ailleurs, au théâtre ou au cinéma. Donc, c'est génial que la télé, elle permette de faire ça. Il faut leur laisser la place un peu plus, quoi. Oui, c'est un super tremplin, absolument. Liam, cette l'avantage, pièce... je vais revenir sur ce que tu viens de dire, l'avantage de Demain nous appartient, ce qu'a fait TF1 quand ils ont lancé cette série où on devait rester que 2-3 mois. Ils avaient l'ambition de rester plus longtemps, bien sûr, mais ils ont pris que des nouvelles têtes. C'est-à-dire que par rapport à tous les projets qu'ils avaient, où ils reprenaient souvent les mêmes comédiens, il y avait vraiment, et je pense que c'est pour ça que ça a marché, et que c'est devenu au début pas un phénomène, mais où ça a vraiment pris, c'est parce qu'il y avait que des nouvelles têtes, et ils ont été chercher des nouvelles têtes, un nouveau cocon où on a découvert justement plein de nouveaux acteurs. Et c'est comme ça qu'on peut capitaliser sur cette image, cette popularité qu'on a pour monter des projets différents ou pas. On disait tout à l'heure avec Benjamin, attirer des gens vers le théâtre avec la notoriété qui est la tienne, ou celle de Garance, ou d'autres, ça aide aussi, parce que je crois qu'il y a aussi des comédiens qui sont dans Terrasse aussi, oui, c'est ça, bien. Il y a bien sûr. Malika Erjouani qui est dans Terrasse, effectivement. Sur Prime Video. Sur Prime Video. Exactement. Donc effectivement, chacun a sa communauté, mais on draine ces gens vers le théâtre comme ça aussi. Je pense qu'on revient au théâtre. Surtout, on a pu utiliser cette lumière qu'on nous a donnée et cette exposition qui a été super intéressante. Et nous, en tout cas, quand on a pris notre temps et qu'on a profité de cette série ou de cette lumière qu'on nous a donnée, on a envie de revenir aux bases, en fait. Parce que à la base, nous, en tout cas, c'était les planches. Moi, j'ai eu la chance que Clark m'appelle et m'envoie son script. Et parce que ça faisait 15 ans que je n'avais pas mis les pieds sur les planches. Et justement, en finissant... cette aventure qui était DNA, justement, j'avais envie de revenir aux bases, au théâtre, et donc c'est intéressant c'était que tu l'occasion. avais envie de revenir au théâtre et aux planches. Comme quoi, on se disait tout à l'heure que c'est pas forcément totalement automatique de ça. Tu le sens toi aussi dans cette... Oui, c'est exactement la même histoire que la mienne, quoi. Sauf que je suis plus âgé, mais c'est ce que j'ai vécu. J'étais pas monté sur scène depuis 20 ans avant le Strindberg. Mais je viens du théâtre, et ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est quand même une base très importante. Après, on peut faire que de l'image, il n'y a aucun souci, c'est super, formidable, etc. Mais moi, je conseille quand même aux jeunes gens que je rencontre d'aller dans les cours, parce que c'est là que tout commence dans les cours. C'est-à-dire qu'on rencontre les potes avec qui moi, j'ai mes potes d'il y a 35-40 ans avec qui je travaille encore aujourd'hui, Thierry de Peretti notamment, que j'ai rencontré au cours Florent en 89, avec qui j'ai écrit un film, et qui aujourd'hui est un réalisateur. Mais là, les 80%, c'était vraiment le truc super des cours Florent de l'époque, le reste, c'était rencontrer les gens. Et les cours de théâtre, c'est super pour ça. Donc à la base, il y a un désir d'un jeune acteur d'apprendre qui est Fantasio, qui est Alceste, et d'aller le jouer en fait. Donc donc c'est un peu les mêmes histoires qu'on se raconte tous. Tous les chemins mènent au théâtre finalement. Ouais. On a toujours envie d'y revenir. Là, avec un exercice particulier qui est de la comédie. La tragicomédie, mais enfin, avec quand même cet exercice difficile de devoir faire rire le public qui vient vous voir. En plus de ça, le public d'Avignon, je sais pas comment il est traditionnellement. Enfin, j'imagine que c'est pas un public qui est facile parce que il est abreuvé de pièces toute la journée. Donc, on va le chercher. Il y a un petit côté je suspecte quand je vois cette photo-là aussi de la fin. C'est un exercice que vous aimez particulièrement, la comédie, tous les deux, la tragicomédie, pardon. Personnellement, oui. Moi, j'aime beaucoup. En plus, Ravage, c'est un peu une pièce satirique, donc la satire demande un peu de la tragicomédie. Donc, ouais, c'est quelque chose qui me tenait à cœur, en tout cas pour cette pièce. Et c'est facile de driver 6 comédiens. Vas-y, après je te laisserai. Non, c'est facile de driver 6 comédiens plus soi-même. Ça dépend lesquels. Surtout avec tous ces péchés capitaux, ça va être très difficile à gérer là. Lequel est le plus ingérable?
Non, ça va, franchement. Lâche-toi. Attends, il a 3 non, excuse-moi, il y a 3 semaines à faire avec eux à Avignon. Ouais, je fous la merde. Alors non, ils sont tous. Alors dans la pièce, ils sont tous dangereux, on va dire. Ok. Après, dans la vraie vie, j'ai la chance. T'es pas obligé de répondre. Non, mais ça va. Hein. J'ai la chance d'avoir des super comédiens très pros. Donc franchement, ils sont peut-être jeunes tous, hein, mais ils savent très bien ce qu'ils font et ça c'était vraiment un plaisir parce que j'ai pas eu besoin de leur taper sur les doigts parce qu'ils savaient, ils faisaient très bien leur boulot. Ça, c'est très et cool. le message que tu portes, qu'est-ce que tu veux raconter concrètement avec cette pièce? Avec Ravage? Ouais. Ravage, pour moi, c'est vraiment une image de notre génération. Donc du coup, vraiment, comme on traverse divers sujets, on va dire, c'est vraiment pour parler de la génération d'aujourd'hui et qui peut, au final, qui ressemble vraiment aux générations d'avant, même si y a les réseaux sociaux, même si, voilà. Juste les moyens de t'exprimer qui changent. Exactement. Et en fait, on a eu cette chance-là, on a déjà présenté la pièce à Avignon en sortie de résidence, et on avait un public assez âgé, et le public vraiment a vraiment apprécié la pièce, et ils nous ont tous dit qu'ils se sont retrouvés, même si c'était une génération qui n'est pas la leur, ils se sont bien retrouvés. Je suis mouillé, mais pas comme il faut. N'importe quelle génération peut comprendre. En même temps, c'est assez. Il y a 8 secondes à arriver. Il y a pire que ça, dans la suite. Ça a mis un petit peu de temps. Ça émerge tout d'un coup. D'un coup, c'est. Mais comment juste on traite de certains sujets sans colporter des clichés. Donc par exemple sur les réseaux, je trouve que c'est toujours la difficulté avec ce genre de pièce de parler des problèmes sans finalement leur donner l'importance qu'ils méritent pas. Par exemple, le mec obsédé avec les réseaux sociaux, ça nous fait pas trop... Genre, comment on gère le truc sans nous faire passer pour des écervelés? Parce que moi, je connais pas de gens qui parlent en hashtag personnellement et Dieu merci. Ouais. Comment vous arrivez à... Il y en a vraiment? Dieu m'a choisi bien mes copains. Comment vous naviguez le truc pour jamais tomber dans un truc trop caricatural? Ravage... Ils sont bons. C'est ça la réponse? Bah. Ça me va. Non, mais Ravage, ça a été un long processus parce que j'ai écrit la pièce en 2021 et je l'ai fait lire d'abord à beaucoup de gens. Donc il y a eu beaucoup de versions avant d'arriver à là. Et puis pour moi, le théâtre, c'est un peu... le spectacle vivant, ça change toujours. Donc du coup, on a travaillé la pièce durant 1 an. Ouais, c'est ça. Pendant un an. C'était long, c'était très long. Pendant 1 an, et en fait... ça a fait des ravages aussi. Exactement, ouais. Non, le texte a bien évolué aussi. Donc du coup, à travers... C'est dans la discussion, en fait. Dans la discussion, j'ai beaucoup écouté les retours des gens. Okay. Donc toutes les personnes qui me disaient, là, ça va pas trop, là... Donc on était à l'écoute, on a changé les choses, et puis voilà. Ok. Avant de faire le pont et de mentionner notre dernière pièce, parce que on va vous ramener en prison pour cette dernière pièce. Et là aussi, c'est un pari. On va faire la bascule, parce qu'on a autour de cette table aussi un brillant comédien qui a été en charge d'incarner un personnage compliqué de cette année judiciaire et des faits divers en France. Liam Batty a incarné aussi avec beaucoup de talent ce personnage très controversé, Jonathan Daval, dans une mini-série sur TF1. Et voici un petit extrait du teaser. On en parle dans un instant. Votre femme est une joggeuse et ce matin elle est partie courir seule. Elle est toujours pas rentrée. Vous pensez que votre femme a disparu? Oui. Alexia Daval, disparue depuis ce matin à 8h. Faut la retrouver, c'est ma petite fille. On va tout faire pour vous la ramener, Madame Fouillon. Ici! Cet après-midi, nous avons découvert un corps sans vie. Tout porte à croire qu'il s'agit d'Alexia. Cette affaire est devenue médiatique au possible. Promettez-moi que vous allez retrouver celui qui a fait ça. Je vous le promets. Une trace de votre véhicule a été trouvée à proximité du corps d'Alexia. Vous en pensez quoi? J'ai pas d'explication. Pour vous, c'est l'affaire Daval. Pour nous, c'est l'assassinat de notre fille. C'est désormais notre suspect principal. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? Inédit, le mystère Daval, bientôt sur TF1. Ce programme est d'ores et déjà disponible. C'est compliqué d'interpréter un personnage comme ça en plein, en plus le procès venait d'avoir lieu pas longtemps avant, je crois même que pendant l'écriture ou le tournage c'était déjà, l'affaire était encore en train de... Ça a été très compliqué parce qu'il y avait des rebondissements, c'était très frais, mais c'était un sacré pari en fait, je sais pas... Comment on sort d'un tel rôle? Parce que moi je me souviens notamment de la toute fin
où il y a la reconstitution avec des échanges dans la forêt de ce qui s'est passé, apportant une certaine forme de réponse finalement. C'était un personnage, un moment qui était très perturbant. Comment on ressort de ça quand on a joué ce personnage-là et cet homme-là finalement, c'est même pas un personnage. La première question, je pense, c'est comment on en rentre, surtout parce qu'il y a pas on n'a pas une longue préparation. J'ai eu que 2-3 mois et en fait pour y rentrer, il était un petit peu plus boulot, donc j'ai pris du poids. Il avait une voix beaucoup plus fluette et du coup pendant toute la période de casting qui a été longue, qui était 2-3 mois, j'ai essayé de me rapprocher de lui. On avait des dossiers, on avait la gendarmerie nous a aidés, hein, on a eu pas mal de choses et on a regardé toutes les images d'archives et après j'ai pas lu en fait les livres qui avaient été écrits par la famille, hein. J'ai voulu vraiment essayer de m'immiscer dans ce personnage, enfin dans cet homme qui existe. On y rentre difficilement, j'y suis plus facilement sorti, on va dire. Et en plus, on a tourné en hiver, dans le coin vraiment, alors pas dans la même ville, hein, non. Mais juste aux alentours. Et dans un contexte qui était un petit peu compliqué parce que justement, l'affaire était encore toute fraîche et il y avait des rebondissements. Donc il fallait interpréter sans prendre de parti pris, puisque c'est une affaire, je crois que c'est une des affaires les plus médiatisées après le petit Grégory. Donc en fait, il fallait pas avoir de parti pris, il fallait juste redonner, on va dire, vie un petit peu à cette histoire que tous les Français ont vue. Ouais. Et qu'on a suivi, parce qu'effectivement, on se souvient des marches blanches, on se souvient de Jonathan Daval à côté des familles, de la famille de Alexia, leur donnant la main, puis après découvrir que c'est lui le coupable. Enfin, quelque chose de terrible. Et de savoir qu'aujourd'hui, il joue aux cartes en prison avec Guy Georges, enfin, ça nous donne quand même un petit côté très, très perturbant sur ce qu'est le... C'est le deuxième opus qui arrive, justement. Guy Georges, Jonathan et les cartes. Non, ouais, c'est horrible, c'est horrible. C'était assez compliqué, ouais. Mais c'est plaisant, en fait, parce que, je sais pas, pour toi, Benjamin, si il y a quelque chose de plaisant. Il y a des gens qui peuvent faire une carrière sans jouer quelqu'un qui a vraiment existé. Tu vois, où ça reste de la fiction. C'est un vrai pari, surtout sur une affaire comme ça, et sur quelque chose d'aussi compliqué, de s'immiscer dans quelqu'un qui T'as fait du biopic, toi Non, j'ai pas fait du biopic, mais là, j'ai travaillé sur Claude Sauté, parce que j'ai passé des essais pour jouer Claude Sauté au cinéma. Là. Génial. Donc, voilà, mais... Donc je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est C'est un peu comme quand je joue un cuisinier et que je me dis, tiens, je vais regarder comment il bouge le mec, parce que je suis absolument pas cuisinier moi. Donc comment il bouge, comment il s'essuie les mains sur une... C'est un peu la même chose. Et puis en l'occurrence, c'est très intéressant ce que tu dis, c'est pas juger son personnage. C'est pas nous, on n'a pas à juger, on a interprété, donc bien, bon ou mauvais. Si tu joues Médée, tu vas quand même buter tes enfants. Donc tu vois, tu joues Médée, quoi. Voilà. Bon, bah voilà, tu vas jouer et tu vas défendre un personnage. Du début à la fin, moi le Strindberg, il est pas très gentil. Non, pas du tout, non. Et voilà, donc c'est aussi un manipulateur. Bien sûr. Ouais, que je jouais. Et enfin bon, alors même si, alors en plus là, lui, il existe, etc. Mais on peut se dire que dans l'imaginaire, tous les personnages existent de toute manière. C'est ça qui nous protège de toute manière. Ouais. Tu vois, voilà. Et du coup, je pense que si on les juge pas déjà, on est dans le travail et on est dans le don de soi à ce personnage-là. Après, c'est le public, le final cut, c'est le public qui va l'avoir de toute manière. Donc, avec ceci de particulier, c'est qu'on ne le voit jamais passer à l'acte avec Alexia Daval, de mémoire dans le film. Il n'y a jamais, je sais pas si, j'ai pas le souvenir. Si on le sur voit. la deuxième partie, Sur la deuxième partie, on le la voit. première. Non, j'ai tout vu. Mais non, mais j'ai vu parce qu'il y a le final à la fin. Je me souvenais pas qu'il y avait, justement, je trouvais ça perturbant de t'imaginer. Il me semblait que tout intervenait par des dialogues et par des choses avec ta reconstitution à la fin. Oui, il n'y a pas beaucoup d'images. Il n'y a pas beaucoup d'images de violence. Oui, non, mais c'est quelque chose qui est on le voit la frapper, on le voit s'en prendre à elle, mais je crois que du meurtre, il n'y a pas de vrai moment qui le montre. C'est ça qui est perturbant. C'est ça qui est intéressant aussi. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Et puis après, pour être honnête, vraiment pour me coller à lui, c'est le discours que tout le monde a vu. Le discours, il est avec les parents. Et moi, ça a été mon plus grand challenge. C'est-à-dire que c'est ça, il fallait absolument que ça colle et que ce soit exactement la même chose. Et là, on voit sa manipulation, on voit sa faiblesse, comme sa force. Et j'ai travaillé, en fait, dès le premier jour de casting jusqu'à ce que je sois pris, ce discours, mot par mot, geste par geste. Je pense que c'est ça, en fait. Là, on voyait toutes les esbrouffes en fait qu'il donnait à tout le monde. Et donc, il fallait, pour rentrer en premier dans ce personnage, dans cette personne qui existait et qui existe encore, Jonathan, il fallait que je colle à ça. Et je pense que ça a été mon point de départ. Peut-être qu'il l'a vu, c'est possible.
Je sais pas, la famille en tout cas n'était pas très. Même la famille d'Aval, la famille de Alexia n'était pas, je crois, c'est eux qui ont essayé de faire interdire le. Il y a des gens qui ont essayé de faire interdire la diffusion à un moment donné parce que c'était trop. Ça a été compliqué quoi au moment de la diffusion. Ouais, ça a été compliqué. Au moment de la diffusion, en plus il y avait un livre qui était en préparation. Enfin, voilà, donc c'était il y a un livre qui est en préparation, c'est surtout que ça n'a pas été annoncé, c'était fait, on va dire, sans être médiatisé. Et en fait, la famille d'Alexia avait déjà vendu les droits du livre à Gaumont pour M6. Ah oui. Donc voilà, il y avait cette complexité. Je comprends mieux les complexités de l'affaire. Oui. Il y a une affaire dans l'affaire. Alors, on disait que Jonathan Daval joue aux cartes avec Guy Georges. Je vous emmène dans une prison dans laquelle je ne sais pas si on joue aux cartes avec Guy Georges, mais en tout cas, il y a des gens qui sont peu recommandables dans cette prison. Et pourtant, un petit coin de ciel bleu reste accessible. Tu t'es attaqué à ce sacré projet, toi aussi, au théâtre. Celle de sacré projet. Celle de parce que c'est un travail de fin d'année. C'est ça le pire, en fait, un peu. Pas vraiment pour moi, puisque... Tu l'as pas vu comme ça, mais enfin, au départ, c'était un peu le but, quand même. Bah, pas tant. C'est-à-dire que c'est ma mère, qui est donc professeure de théâtre, qui a donné cette thématique à ses élèves, mais qui, eux, suivent un cursus de 3 ans. Donc, c'était leur dernière année, donc pour eux, ils devaient délivrer quelque chose. Moi... Je suis arrivée un petit peu comme ça en septembre et donc j'ai voulu jouer le jeu avec mes camarades pour aussi m'intégrer dans ce cours de théâtre. Mais tout de suite, je ne savais pas très bien où j'allais, mais je ne l'ai pas vraiment vu comme quelque chose, comme un spectacle de fin d'année puisque je n'avais pas ni diplôme ni rien qui m'attendait à la fin, quoi. Eux, il fallait qu'ils fassent 20 minutes. Toi, tu as fait 1h45. Voilà. Ça va être la fille de la maîtresse, quoi. En prison. On a un petit extrait peut-être en vidéo à vous montrer de cet univers-là, avec des personnages qui se croisent, et puis petit à petit, le lien entre tous ces personnages se retisse pour arriver à un dénouement, là aussi, avec un cri qui reste, comme on parlait tout à l'heure avec le Strindberg, avec un cri à la fin qui est assez perturbant. Voilà un petit extrait de cet univers que tu nous as délivré, regardez. Des femmes qu'on respecte les moyens de fermer ta gueule, putain! Chier! Eh ben alors, Sacha, je suis pas aussi sensible. Ferme bien ta gueule, toi! Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? T'es brassé la fois un peu mal, hein? Toi, comme toi, t'as joué gros dur au cœur de fer. Hein? T'inquiète pas pour toi, Niki, mon petit cœur de pierre risque pas de changer. C'est vrai? Ouais! Et tu veux que je te dise pourquoi? C'est moi. Ouais! Parce que moi, au moins, je risque pas de tomber enceinte et de accoucher de mon monde dans une prison. Ah pardon? Ça c'est l'heure des annonces apparemment. Eh ben moi j'en ai une belle parce que Niki elle s'est fait enfant. Pourquoi si c'est pas ce qu'il attend? Et dis-moi Niki, ouais. Et du coup tu vas faire quoi? Tu vas le garder comme son grandissant, il va bien s'aider la grande avec toi. Ou tu vas faire avec ton papa puis tu vas le buter ton monde. Niki est en prison, on peut le dire, elle a défendu sa sœur qui était menacée d'être violée par son père, alors qu'elle aussi a vécu ce beau-père, l'inceste de ce beau-père quand elle était petite, et elle s'est retournée contre lui, et sa sœur n'a pas compris ce qu'elle faisait, et donc lui en a voulu. Et tous ces personnages dans cette prison sont pris dans cet étau-là, à la fois les vrais criminels pour lesquels on n'a absolument aucune pitié, et puis ceux qui sont tombés là par accident aussi, qui ont déraillé du chemin à un moment donné, et tous ces personnages qui se retrouvent. Comment tu as eu envie de faire une pièce comme ça? C'est hallucinant quand même. En fait, quand le thème de la prison est tombé, je voulais pas faire un documentaire ou quelque chose de l'ordre de la vraisemblance avec la prison. Il y en a assez, et je m'y connais pas tant que ça. Mais ce qui me plaisait... Pas tant que ça. Pas tant que ça. Mais très mystérieux. Que garde à vue, mais voilà. Non, mais moi, mon imaginaire, il est titillé quand tu dis des choses comme ça. Mais non, mais ce qui me plaisait, c'est que du coup, ça me permettait d'être en huis clos et de me servir de cette prison comme décor, mais du coup, pour traiter l'humain. Et je suis partie, non pas sur vraiment des personnages, ils se sont étoffés après, mais sur des thématiques. En prison, il y a quoi comme sujet? Qu'est-ce qui prédomine? Il y a la solitude qui peut amener à la folie, il y a la culpabilité, il y a le regret, il y a l'amour qui peut aussi naître, il y a la violence qui est nourrie, il se passe plein de choses. Et finalement, ça reste un petit peu une représentation de la société.
En fait, la seule différence, c'est qu'on est piégé et qu'on ne peut pas sortir. Mais il y a de tout dans une prison, et c'est ce que j'essaie un petit peu de dire. C'est qu'on a franchi la ligne rouge, mais dans la vie, parfois on la franchit un petit peu, parfois beaucoup, parfois on a envie de la franchir, mais ça nous vient quand même en tête. Et donc dans cette prison, c'était vraiment les thématiques qui me plaisaient. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de limites, finalement, quand on n'a plus de limites? Oui, et puis on ne sait pas très bien pour tous les personnages, vu qu'on est 11, qu'est-ce qu'ils ont fait avant, leur backstory. Alors je les ai laissés créer les leurs pour se nourrir pour leurs personnages. Mais ce qui m'intéressait, c'est que maintenant qu'on est là, qu'on est dans la fosse aux lions et qu'il y a des nanas et des mecs et qu'on est coincés, qu'est-ce qui va se passer? Et là, ça devient intéressant. Et est-ce qu'on va regretter? Est-ce qu'on va... Peu importe ce qui va se passer. Mais c'était plus mettre l'accent sur l'humain que le milieu très carcéral dans cette vraisemblance que je ne connais pas tant que ça. Merci, parce que là, j'étais déjà partie. Mais avec quand même, c'est vrai que des questions qui sont posées. Qu'est-ce qui se passe quand on n'a plus d'espoir? C'est ce qui frappe un des personnages en cours de... Faire taire nos rêves. Ouais, quand son but, c'est de sortir... parce qu'il dépose des recours pour sortir. Qu'est-ce qui se passe quand on perd cet espoir-là et qu'on perd tout espoir? C'est un petit peu ce qui est apporté comme réponse dans cette pièce. 1h45, 11 sur scène. Comme Clark, tu t'es dit, j'ai pas assez de boulot en jouant et en mettant en scène et en écrivant, je fais tout. Voilà. En fait, ce que j'ai découvert, puisque le théâtre est quand même assez nouveau pour moi, c'est l'effet troupe, qu'on a peut-être moins au cinéma, dans le sens où quand on part en tournage, c'est une espèce de famille éphémère, mais... Le théâtre, il y a quelque chose d'intense. Même dans le jeu, on prend le temps de jouer avec son partenaire, alors que au cinéma ou à la télé, il y a des prises, c'est court, c'est une autre façon d'aborder les choses. Et en fait, être à 11, c'était pas du tout prévu déjà, mais aucun regret, parce que déjà, l'aventure humaine a été exceptionnelle, mais qu'on a créé une famille, et quand on jouait sur scène, je leur ai dit, on saute tous ensemble dans le vide, on est sans filet, mais on se sécurise, et on est une bande de taulards fêlés, mais on est une bande. Et c'était génial. C'était génial. Ça dure 1h45. Donc jouer dans une prison, ce serait fantastique, non, comme projet, ou c'est pas un... Mais pourquoi pas? Il faudrait déjà qu'on trouve un théâtre pour septembre, mais une prison aussi. Il faudrait que tu contactes des prisons. Bah écoute, ça y est, elle a des idées. Non mais c'est vrai qu'il y a un accès au théâtre pour les détenus, et c'est vrai que ça pourrait être intéressant de voir s'y retrouver. Une fois que tu découvres une série, je ne sais pas si tu la connais, mais en vous voyant mélanger tous ensemble, ça me faisait penser à Oz, la grande série de Tom Fontana des années 90, où effectivement le but c'est que les prisonniers sont tous... Alors il n'y a pas hommes et femmes mélangés, mais les hommes, ils ne sont pas dans des cages, ils ne sont pas dans des cellules, ils sont tous ensemble, mélangés avec les gardiens. Et c'est éprouvant cette série. C'est une grande série, mais ça me faisait penser un petit peu à ça. En tout cas, il y a un formidable travail qui a été fait, et c'était bluffant de vous voir sur scène, donc au Théâtre de la Flèche d'abord, et au Théâtre Auguste ensuite, et maintenant à la recherche d'un théâtre. Exactement. C'est une expérience évidemment très particulière de venir voir ce genre de sujet, mais ça fait du bien aussi de voir effectivement cette jeune génération qui s'empare de ça, et avec des vrais talents autour de la table. Benjamin, t'aurais envie, toi, maintenant, non pas simplement de jouer au théâtre, mais de te remettre à diriger, et à diriger, pourquoi pas, cette jeune génération? Déjà, je voudrais vraiment vous féliciter, là, parce que c'est autant dans les 2 extraits qu'on a vus. Toi aussi, tu avais l'air super investi. J'ai pas eu, malheureusement, j'ai pas vu de la vanne, mais ça avait l'air vraiment super. Vous avez une énergie, là, voilà, on sent l'énergie, quoi. C'est ça qui est important, et vous êtes autonome. Et ça, c'est vraiment, comme on disait tout à l'heure, très important. C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre forcément qu'on nous appelle, on va faire les choses nous-mêmes. On va les écrire, et on va les mettre en scène, et on va réunir des gens. Et puis voilà, c'est aussi simple que ça. Hein. Et après, je pense qu'il y a une chose qui se passe, qui est plutôt positive, que vous allez voir que les choses s'alignent. Hein. On a bien vu Clark, voilà. Voilà. Donc ça va le faire, c'est sûr. Donc oui, moi, la chose qui m'a fait vraiment le plus kiffer, pour reprendre un mot de jeune, au-delà de jouer la comédie, c'est de transmettre. J'irai pas apprendre, prof, tout ça, ça me saoule. C'est juste transmettre, en fait. Et les 3 ans que j'ai fait avant de décrocher Tessier dans une école avec des jeunes gens, moi, mon leitmotiv, c'était, j'avais écrit Les Apaches, et voilà, et donc j'avais écrit pour cette jeune génération. Et je me dis, mais comment on joue Musset, par exemple, aujourd'hui, ou Molière? Est-ce que c'est la même façon de jouer que quand moi, j'avais leur âge? Et effectivement, c'est extraordinaire, oui. Même si les générations changent. C'est toujours la même façon de jouer Musset ou Molière ou Strindberg ou Feydeau, parce que c'est le texte à la base et le personnage dans lequel on va rentrer. Donc voilà, moi j'ai très envie de recommencer à transmettre, à rencontrer ces générations-là, jeunes et moins jeunes, et à
tu vois, par exemple, tu prends un Tchekhov et on va travailler un acte de Tchekhov, par exemple, ou un Feydeau, où on va écrire, comme tu as fait, par rapport à ta génération. C'est passionnant et c'est au moins aussi kiffant que de jouer, parce qu'on joue, évidemment. Moi, je joue quand je les dirige et j'apprends énormément. Tu remontes au théâtre bientôt Tu reviens au théâtre bientôt je peux pas. On m'a fait des propositions, mais je peux pas dire tout de suite. Là, si là, déjà, je vais revenir. Je vais finir Rien ne t'efface. Je vais revenir. Je vais un peu prendre des vacances et je vais revenir dans ITC. Et ensuite, je verrai. Mais c'est clair que le théâtre, c'est un vrai engagement. Je peux pas me dire à la légère. Ouais, les gars, y a pas de problème. Je le fais. Je sais que c'est des mois de répétition. Il y a du jeu, etc. Donc ça se propose. Ça ne se refuse pas, mais c'est compliqué. Engagement, etc. Donc j'ai très envie, évidemment. Et Claude Sautet, on croise les doigts. Non, mais là, c'était juste... Mais déjà, rien que pour passer les essais, c'était intéressant, parce que je me suis dit, tiens, comment je vais jouer ce mec, voilà, donc c'était intéressant de passer. Après, au-delà du fait que je le fasse ou pas, mais c'était bien. Et c'est les gens qui regardent ITC qui m'ont... Génial. Ça mène à tout, hein. Ça mène à tout, évidemment. Et d'ailleurs, j'embrasse Garance Deyet qui n'a pas pu être là, mais alors qui regrette parce que elle était fan de Benjamin Baroche, elle voulait te rencontrer et elle n'a pas pu être avec nous, mais on l'embrasse et vous la retrouverez sur scène aux côtés de Liam et Clark et toute la bande à partir de allez à Avignon. Plaisir. Pareil, quoi, vraiment. Rejoue sur scène, allez-y, mademoiselle. Ça va se faire, tu vas avoir la synchronicité, je suis sûr. Mais oui. Vous, voilà, je serai là. Et tiens, si à Avignon vous voulez aussi continuer à accompagner ces acteurs de série qu'on aime et qu'on a mis en avant, on termine cette émission avec un dernier petit teaser. Elle vient de nous l'envoyer il y a quelques heures, puisqu'il est sorti il n'y a pas très longtemps. Des pivoines du Japon. La génération DNA et la génération Soda se rencontrent dans cette pièce qui sera aussi à Avignon. Regardez un petit teaser, c'est une comédie romantique. Je m'en souviens parfaitement. C'était un mardi. C'était un lundi. Dès qu'on s'est vu, on s'est reconnus. J'ai mis une plombe à le repérer. C'est simple, j'ai cru qu'il m'avait posé un lapin. Puis je l'ai aperçu, on se regardait, puis on regardait ailleurs, et je me disais, mais c'est lui ou pas? Direct. Les yeux dans les yeux, le truc animal, quoi. Non, ça peut pas être lui quand même. Hello. Oh merde, c'est lui. Mais c'est pas vrai, il a piqué la photo d'un pote ou quoi? Non, je l'ai jamais rencontré. Non, ma fille ne m'a jamais parlé de lui. Nous avions un peu bu, oui et non, comme on boit à l'occasion d'un dîner. Oui, on avait fait la fermeture du restaurant, mais je comprends pas, qu'est-ce que... Ma fille ne buvait pas. J'y suis pour rien, c'est juste arrivé, c'est tout. On trouve toujours une bonne raison pour y aller. Comme s'il n'y avait pas eu de dernière fois. Comme si c'était la première fois. Le début. Alors j'ai finalement accepté. Je me suis lancé. Et j'ai sauté. Voilà, à la Scala, donc à Avignon, des pivoines du Japon. C'est intéressant de voir, quand je vois tous les projets que vous avez amenés, y compris le Strindberg, mais de voir aussi comment maintenant l'image, entre guillemets, le cinéma, ces arts de l'audiovisuel nourrit un peu le théâtre aussi, avec beaucoup de côté très cinématographique dans les pièces qu'on voit aujourd'hui de cette jeune génération. Et c'est vrai que ça fait vraiment du bien. Et on était ravis, en tout cas, de pouvoir tous vous accompagner, de vous recevoir dans cette émission, parce que voilà, il y a du... On peut être rassuré, la relève, elle est là et elle est bien installée. Donc, vous, c'est à quel théâtre à Avignon, on l'a pas dit? C'est le théâtre du Rempart. Théâtre du Rempart, ouais. À quelle heure? 10h du matin. Ah oui, ça va. Oui, on commence bien. la journée tranquillement avec un bon ravage. Ça, pour la soirée qui vient de passer. La Scala pour Marion Christman. Et toi, on croise les doigts parce qu'il faut vraiment que tu retrouves une pièce. Et j'embrasse aussi évidemment toute l'équipe que j'ai vue sur scène. Oui. Et puis ta maman à qui on fait un petit coucou parce que voilà, elle a accompagné aussi ce projet. Et Benjamin, merci toujours de nous d'avoir répondu présent. L'un de nos meilleurs comédiens dans la fiction qu'on voit aujourd'hui, qu'on aime suivre depuis maintenant plus de 10 ans. Et qu'on est ravis de voir avoir le succès qu'il mérite. Parce que c'est vrai que ça a pris du temps dans les années à la télévision. La télévision est toujours un peu lente. Mais quand elle s'y met, ça y est, elle est reconnaissante. Et bientôt, donc, dans Rien ne t'efface de Michel Bussy. Merci à Robinson et à Nicolas qui ont pris la relève à la réalisation. Et on se retrouve très vite la semaine prochaine pour l'avant-dernière émission de la saison. On parlera intelligence artificielle et doublage. Et moi en septembre. Dans cette émission. Et toi en septembre. Je vous embrasse tous, à très vite. Merci à tous de nous avoir suivis, merci à tous d'être venus. Merci à vous. Merci.